connaissez, je pense, l'effet Rosenthal, le Pygmalion, même nom, sur les expériences qui ont été faites à propos de l'influence du professeur sur les élèves. On présente, on explique à un enseignant qu'on fait passer un test d'intelligence ou un test de positionnement de niveau aux élèves. Donc on leur donne des documents à remplir en début d'année. Tous les élèves remplissent le document, remettent le document au scientifique. Le scientifique traite les résultats et annonce au professeur les bons et les mauvais élèves. Voilà, et il désigne un tel, ce sont des bons élèves, ils ont obtenu un très haut score, un tel, sont des mauvais élèves, ils ont obtenu un score très bas. Ça c'est en début d'année. Puis on revient en fin d'année et on regarde les résultats des élèves. Ce qui est intéressant, c'est qu'en début d'année, le scientifique a réparti aléatoirement les enfants dans les deux conditions. C'est-à-dire que le test est un faux test et qu'en réalité, il prend au hasard des enfants et il dit à l'enseignant, celui-ci est bon, celui-ci est mauvais. Le chercheur revient à la fin de l'année, fait passer des tests et que constate-t-on? Que les élèves qu'on avait indiqués comme étant des bons élèves ont des meilleurs scores que les élèves que l'on a indiqués comme étant de mauvais élèves. Ce qu'on appelle là, ça c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion ou l'effet Rosenthal. Quand on connaît les attentes, donc si vous dites à l'enseignant Julie est une excellente élève et Paul est un très mauvais élève, d'accord, en début d'année, même si l'enseignant est très bon, même s'il a les meilleures méthodes pédagogiques, il va garder dans son esprit le fait que Julie est classée comme étant une très bonne élève et Paul est classé comme étant un mauvais élève. Donc quand il va poser une question, si Julie répond et se trompe, l'enseignant va avoir tendance à dire c'est pas grave Julie, c'est bien, essaye, continue, propose autre chose. Parce qu'il estime qu'elle est une bonne élève. Paul se trompe. Il va lui dire bon écoute, ça va, si c'est pour dire des bêtises, en gros, réfléchis la prochaine fois. Simplement parce qu'il a une attente de ce qu'il croit être la position des élèves. Alors évidemment, la recherche de Rosenthal, elle a posé plein de problèmes en termes éthiques et déontologiques, parce que voilà, on a, par la simple catégorisation, on a influencé les résultats scolaires des élèves en manipulant entre guillemets l'enseignant. Il ne s'en est pas rendu compte. C'est-à-dire qu'il avait l'impression, il y a eu des mesures après, les enseignants en question n'avaient pas l'impression d'avoir favorisé certains élèves au détriment d'autres. Ça, c'est quand c'est un enseignant extérieur, enfin quand c'est une recherche extérieure. Maintenant, il faut se dire qu'on a obtient un peu la même chose dans les classes quand le professeur fait passer le premier examen et qu'il met les notes, il catégorise lui aussi les élèves. Donc c'est d'autant plus dur quelqu'un qui a eu 0 pour qu'il progresse par rapport à quelqu'un qui a eu 18. Dès la première note, en fait. Dès la première note. Voilà. Parce que comme c'est après l'effet Rosenthal ou Pygmalion, à savoir, bon ben, le professeur peut catégoriser déjà d'entrée les élèves, alors qu'en fait, rationnellement, c'est complètement faux. Exactement. Et c'est plus facile aussi pour lui, c'est-à-dire qu'il va, comme il les a catégorisés en bons et en mauvais élèves. Ma mère est institutrice, elle était puisqu'elle est à la retraite. Et elle était institutrice en CP, en classe préparatoire. Donc elle apprenait à écrire et à lire aux élèves. Elle a toujours dit que c'était facile et que vous voyez rapidement ceux qui s'en sortiraient, ceux qui s'en sortiraient pas, ceux pour qui ce serait facile, ceux pour qui ce serait difficile. Alors elle se basait sur 30 ans ou 40 ans d'expérience. Bon, moi je veux bien. Dans le même temps, ça signifie qu'elle utilisait des éléments extérieurs. Parfois des éléments du type ah lui je le connais parce que j'ai eu son frère ou sa sœur. Ah son frère ou sa sœur, ils ont compris très vite, ils étaient très doués, donc lui il va y arriver. Ou lui ah bah j'ai eu sa sœur. Parfois même à la fin de sa carrière, ma mère disait ah, bah, tiens lui j'ai eu sa mère. Génération, j'ai eu sa mère. Oh là là mais sa mère elle a eu vraiment des grosses difficultés pour apprendre à écrire. Bizarrement la fille avait aussi des difficultés. Je dis bizarrement c'est pas génétique. Mais c'est aussi le contexte social, culturel et tout ce qu'on veut. Et dans le même temps, ma mère, en tant qu'institutrice, avait catégorisé ces enfants-là dans des cases. Ça lui permettait aussi après de travailler, quand elle faisait des travaux en groupe. Bon, vous, ça, je vous mets ensemble, vous travaillez sur ça. Vous, si je vous mets ensemble, vous faites un autre exercice, plus à votre niveau, en quelque sorte. Et c'est d'autant plus dangereux que quand on n'en a pas conscience finalement. Oui et non, parce que même si on en a conscience, on va souvent rationaliser, trouver des explications. Si vous expliquez à un enseignant, mais attendez, vous favorisez beaucoup ces étudiants-là ou ces élèves-là au détriment de ceux-là, alors que vous vous basez peut-être sur des fausses conceptions, des fausses représentations, il va vous expliquer que non, pas du tout, et va vous donner des justifications à son comportement.